Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de ma chaîne Kidney Poker. Je suis très heureux de vous accueillir et de pouvoir vous présenter cette première vidéo consacrée à la stratégie des MTT en micro-limite. Sachant que actuellement, moi, je joue essentiellement sur des 1 et 2 euros depuis certaines années. Cette chaîne va privilégier essentiellement le jeu en micro-limite et peut-être des 5 euros par la suite. L'idée, c'est d'essayer de vous transmettre un petit peu ce que j'ai mis en place pendant ces années où j'ai joué au poker et où j'ai réussi à crush les micro-limites et à monter une bankroll, pour essayer de vous le transmettre et vous montrer que c'est possible de faire de l'argent et d'être un joueur gagnant sur les micro-limites. Sachant qu'évidemment, faire de l'argent n'est jamais la bonne raison de démarrer le poker et surtout d'aimer la stratégie, d'aimer la réflexion. C'est très très compliqué. J'entends souvent des joueurs qui disent ah, mais il y a trop de variance, les joueurs font n'importe quoi, c'est impossible de jouer contre eux, etc. Il y a une stratégie qui fonctionne. Je vais essayer de vous la détailler le plus clairement possible dans ce PowerPoint, sachant que ces 5 clés, et honnêtement, si vous mettez en place ces 5 clés, vous serez un joueur gagnant. Alors évidemment, ça ne va pas se faire immédiatement. Bien sûr qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut roder un petit peu la stratégie, mais sur du long terme, si vous travaillez bien les axes qui vont vous être présentés dans cette vidéo, vous devriez être un joueur gagnant. Donc, avant de vous donner les 5 points clés pour pouvoir crush les micro-limites en MTT en ligne, je vais vous donner d'abord à qui cette vidéo est destinée. Alors, premièrement, si vous débutez au poker en ligne et que vous voulez partir sur de bonnes bases, vous êtes au bon endroit. Ça sera encore plus simple pour vous puisque vous arrivez avec une stratégie qui est proche du néant. Vous connaissez un peu les règles du poker, mais vous n'avez pas encore réfléchi au jeu et a eu une vraie réflexion dessus. Donc cette vidéo, elle est pour vous. Deuxième type de joueur à qui cette vidéo est destinée, vous jouez actuellement micro limite et vous n'arrivez pas à monter une bankroll, ou vous stagnez, ou pire, vous perdez de l'argent. Vous êtes au bon endroit. Vous perdez de l'argent malgré de bonnes connaissances théoriques, donc ça arrive beaucoup que des joueurs aient une très bonne connaissance, beaucoup de connaissances, mais qui n'arrivent pas à gagner en micro-limite. On le verra par la suite, mais souvent c'est dû à une adaptation qui est mal faite. C'est-à-dire des joueurs ont beaucoup de connaissances, notamment de la connaissance GTO sur le jeu équilibré, qu'ils essayent de mettre en pratique sur du micro-limite. Vous allez droit dans le mur, évidemment. Le fait de jouer à un jeu GTO sur du micro-limite, ça ne fonctionne pas. Évidemment, il faut s'adapter, c'est ce qu'on verra par la suite. Ensuite, vous voulez arrêter de jouer au feeling et adopter une vraie méthode gagnante, c'est-à-dire que vous voulez arrêter d'être un récréatif, il y a un péjoratif dedans, qui joue pour le plaisir, mais vous avez envie vraiment de prendre le jeu comme un vrai jeu de réflexion et vous y mettre à fond. C'est une très bonne démarche de votre part et vous êtes au bon endroit. Et enfin, vous essayez de comprendre et de mettre en rapport ce que vous faites et ce qui va être dit dans cette vidéo. Logiquement, si vous faites déjà tout ce qui est dit dans cette vidéo, vous devrez être un joueur gagnant. Donc c'est qu'il y a forcément des lacunes, donc ça passe par une remise en question. Et cette vidéo, justement, va permettre d'interroger votre pratique du poker et votre façon de jouer sur le micro-limite et le MTT notamment. Et enfin, vous souhaitez construire un jeu solide sur du long terme pour pouvoir monter progressivement les limites. Ça sera un petit peu le pari que je vais me lancer. Depuis des années, je suis resté sur du 1-2 euros. Et l'idée, c'est d'essayer de monter de limite, au moins jusque sur du 5 euros, déjà dans un premier temps, où on peut dire que la stratégie qui va vous être présentée là est valable jusqu'aux 5 euros, selon certains fields. En tout cas, de 0 à 5, c'est quasi similaire en termes de niveau et d'adaptation. Les mauvaises raisons. Maintenant, si vous êtes venu si vous avez cliqué sur ce lien et que vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez une méthode pour gagner de l'argent rapidement, vous n'êtes pas au bon endroit. Le poker est un jeu de long terme et pas de court terme. Et encore plus, si vous jouez au poker pour gagner de l'argent, c'est la meilleure façon de ne pas en gagner. Les raisons qui doivent vous pousser à jouer au poker, c'est le goût de la réflexion, le goût du jeu de stratégie. Alors en live, l'empathie, la lecture des émotions, etc. Mais gagner de l'argent est la plus mauvaise méthode pour en gagner. Au poker, vous allez en perdre puisque vous allez dévier de votre jeu et ça va donner d'innombrables erreurs par la suite. Vous refusez de vous remettre en question et de remettre en question surtout vos habitudes de jeu. Bon, à partir du moment où vous avez cliqué sur la vidéo, à moins que vous soyez un petit peu curieux, je pense que c'est que vous avez envie de remettre un peu vos habitudes de jeu et que ça ne fonctionne pas. La remise en question est quelque chose de fondamental, que ça soit au poker ou dans tout sport. Donc évidemment, la remise en question, c'est la première étape avant l'apprentissage de nouvelles connaissances. Enfin, vous voulez uniquement apprendre des coups miracles sans travailler votre jeu. Alors déjà 5 clés, honnêtement, c'est déjà très, très synthétisé. Alors bien sûr qu'on verra sur des reviews, on verra sur des spots,
des subtilités du jeu. Là, on va voir surtout de la macro-stratégie, donc c'est-à-dire les grandes stratégies, les grandes lignes, mais il n'y a pas de coup miracle. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner une astuce qui va vous permettre d'être un joueur gagnant. Ça n'existe pas. Sinon, tout le monde serait joueur gagnant. Voilà. Donc ça, c'est bien pour planter le décor et que vous compreniez un petit peu bah, vos attentes et est-ce que vos attentes sont en adéquation avec ce que je vous propose. Si vous êtes dans l'un de ces trois cas-là, honnêtement, vous ne trouverez pas de réponse dans cette vidéo. Donc, avant de démarrer, qu'est-ce que le micro-limite? Tout simplement, on parle sur du micro-limite MTT. Donc, MTT, c'est du jeu de tournoi, essentiellement online. Donc, vous verrez, moi, quand je ferai mes parties, ça sera principalement, voire exclusivement sur Winamax. Les tournois varient de 0,25 centimes à 2 euros. Les 5 euros, on peut parler de petites limites et pas de micro-limites, sachant que sur certains tournois comme des Space KO du soir, des Monster Strike ou des gros events sur les séries, les 5 euros sont quasi similaires, voire le même niveau que des 1 et 2 euros. Mais pour démarrer, on va surtout jouer sur des 1 et 2 euros. Après, si vous êtes joueur débutant, vous pouvez très bien mettre en pratique ce qui va vous être dit dans cette vidéo à partir de 25 centimes ou 50 centimes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, les objectifs de cette vidéo. Le but va être de s'adapter à la population des micro-limites. Connaître les fondamentaux. Donc vraiment, on est sur les bases de la stratégie micro-limite. Mais vous allez voir que des fois, même les bases ne sont pas faites. Elles ne sont pas appliquées et c'est ce qui pêche un petit peu, c'est qu'on a tendance à jouer à un poker un peu trop compliqué sur les micro-limites, alors que en fait, c'est sa simplicité qui fait son efficacité. Mais souvent, c'est dur de jouer simple en micro-limite. Devenir un joueur gagnant, ça serait sur du long terme évidemment. Et ensuite mettre en pratique la théorie qu'on va avoir dans ces vidéos et lors des reviews, donc tout le contenu de ma chaîne poker qui concernera le micro-limite MTT, et d'essayer de le mettre en pratique lors de sessions. Après, des groupes de travail sur Discord seront mis en place pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir échanger sur certains coups, etc. etc. Donc, il y a 5 règles fondamentales. Donc, on va démarrer par la première. Si les 5 règles suivantes sont appliquées, vous devriez devenir un joueur gagnant en micro-limite. Pour vous donner un exemple, j'applique ces règles-là depuis un petit moment et je suis à peu près joueur gagnant sur la plupart de mes comptes, à peu près sur, on va dire, 3 à 4 000 euros. Voilà, en jouant des 1 et 2 euros. Donc c'est sur une longue période parce que j'ai pas fait énormément de volume. Mais pour l'avoir mis en place, honnêtement, quand ces règles sont appliquées avec un petit peu de technique, évidemment, vous êtes un joueur gagnant. Et vous deviendrez un joueur gagnant. C'est pas des promesses en l'air, honnêtement, ça existe. Je sais que certains vont voir la vidéo encore avec scepticisme en se disant mais moi j'y arrive jamais. Quand ça se fait que les autres y arrivent, les joueurs gagnants sur le online ne sont pas plus chanceux que les autres. Simplement, ils ont une technique de travail et ils ont une façon de travailler et de mettre en application leur travail qui fait que c'est gagnant. Il n'y a pas de secret, c'est du travail et de la stratégie. Donc, premier point très important, ne jamais bluff. Alors, on va dire, oh là là, mais attends, il y a un problème là, on est au poker, on bluffe pas. Surtout que, voilà, pour des néophytes, quand ils démarrent le poker, ils se disent, bah, le bluff, c'est limite le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle poker à des gens qui n'ont jamais joué au poker, hein, bluffer, bluffer. Il est très très compliqué de bluffer en micro-limite. Pourquoi? Alors, on va voir les points. Déjà, pourquoi? Alors, dans un premier temps, pourquoi il faut jamais bluffer? Parce que tout simplement, vous allez avoir en face des gens qui ne savent pas forcément jouer, qui jouent des tournois à 1 et 2 euros, donc ça veut dire avec petit enjeu financier. Donc du coup, ces joueurs-là ne savent pas folder. Donc par rapport à des joueurs qui ne savent pas folder, la technique n'est pas de bluffer. Si vous bluffez des joueurs qui collent tout, alors évidemment il y a des exceptions, mais là je vais vous parler de généralité de 80-90% du film. Si vous commencez à bluffer ces joueurs-là sur du long terme, vous allez perdre de l'argent. J'en vois énormément de joueurs qui disent mais comment il me colle ça, c'est impayable, j'ai toujours dans ce spot. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas, et pourtant vous entêtez à bluffer. L'erreur n'est pas que la personne a call une main qu'elle aurait dû folder déjà depuis le turn, ou même pré-flop. L'erreur est que vous soyez entêté à bluffer une personne qui ne folde pas. Et c'est là où souvent les joueurs font l'erreur en disant oh là là, j'ai joué contre un fiche, il a fait n'importe quoi. Non, non, vous n'êtes pas adapté aux fiches. Les fiches, alors, il y a un péjoratif, hein, on dit fiche ou joueur récréatif ou avec un faible niveau, il y en aura toujours. Et heureusement qu'ils sont là, puisque c'est eux qui vont vous faire gagner de l'argent. Donc il faut simplement s'adapter et exploiter ces joueurs-là. Donc, vous l'avez vu, je vous ai un peu spoilé. Alors ça, c'est un move que je vois trop. Honnêtement, ne jamais 3 barrets bluff en micro-limite. Ça ne sert absolument à rien. Donc, 3 barrets bluff, pour ceux qui n'auraient pas la définition, c'est quand vous bluffez flop, turn et river. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que généralement, quand un joueur est amoureux de sa main et qui vous colle flop turn, il va rarement lâcher river. Alors, bien sûr, il y a des cas où s'il a tirage, il va fold. Il y a des cas si la river fait un peu peur, il va fold. Mais c'est trop random. Et j'ai envie de dire, vous avez tellement d'argent à faire sur d'autres spots qu'on verra par la suite que s'empêtrer à faire des 3 barrels bluff, sauf, mais vraiment cas exceptionnel, avec une forte pression ICM, où il y a une forte pression de l'argent, où vous êtes en TF, vous êtes stack dominant, mais vraiment en début de tournoi et voire milieu de tournoi, ça ne sert absolument à rien de faire du 3 barrel bluff. C'est vraiment une perte d'argent et qui va vous faire perdre énormément sur du long terme. Ensuite, ne jamais 3 bêtes en bluff. Alors ça, c'est très très important. Pourquoi pas de 3 bêtes light, surtout en early game. Alors moi, j'ai mis early game, moi généralement quand je joue, même en mid game, sauf cas exceptionnel, pression ICM, joueur compétent, sinon en début de tournoi, tous les 3 bets que vous allez faire, donc je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, un 3 bet c'est quand il y a une relance pré-flop et que vous sur-relancez. Donc 3 bets ça ne veut pas dire 3 fois la relance, ça veut dire que c'est une sur-relance, sachant que la blinde c'est le bet, l'ouverture le 2 bet, et le 3 bet c'est une sur-relance. Le sizing, on verra par la suite dans des vidéos un peu plus techniques. Le sizing, c'est pas quand on dit 3 bêtes, c'est pas le montant du sizing, c'est juste le move. Donc, on va tribet uniquement en value. Donc, c'est-à-dire, on va tribet pour être payé avec des mains en value. Donc, je vais schématiser, mais on va dire ça va être 10-10 plus et As-Dame plus. Voilà, pour les tribets, entre guillemets. Après, on peut élargir sur certains spots, mais on va tribet uniquement en value. Pourquoi? Parce que déjà, pour qu'un tribet bluff soit pertinent et efficace, il faut que la personne, l'open raiser, fold parfois. Si les mecs ne fold pas assez, ça ne sert à rien. Deuxième chose, ça permet, quand on a les as ou les rois, de pouvoir faire plus d'argent. Parce que si on monte des tribets bluff, bah, les personnes vont dire elle va nous payer plus facilement qu'on aura une main. Comme les joueurs en micro-limite vont vous payer plus facilement, vous allez tribet par exemple que 2 as de roi, mais qui ne vont pas s'en rendre compte, vous n'avez pas besoin d'équilibrer. Donc en fait, il faut absolument éviter tout tribet en bluff, early game et même mid game. Honnêtement, il y a beaucoup de tournois où j'ai keep run ou même une victoire où j'ai fait 0 tribet, tribet en bluff, mais que tribet en value. Vous allez faire dans certains spots, par exemple en TF, s'il y a une forte pression ICM sur l'open raiser, si vous êtes un stack dominant, si vous avez vu que la personne open un sizing plus petit quand elle a une main moyenne, alors vous allez tribet, etc. Mais ne vous aventurez pas dans un tribet en bluff en début de tournoi. Euh, les seules fois où vous allez entre guillemets isoler en bluff, c'est avec des mains light, c'est des ISO. Alors on verra par la suite dans quel cas on pourra tribet en bluff. Ne pas bet au hasard, turn et river. Donc c'est-à-dire que si vous commencez à bluffer, il faut vraiment que ça soit bien construit et que vous savez pourquoi vous le faites. Mais il ne faut pas se dire ah bah tiens j'ai envie de bluffer. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir réuni tous les paramètres et encore, je vous dis c'est à titre exceptionnel. Vous allez bluffer dans certains spots quand le flop ou la turn s'y prête, quand vous savez que l'adversaire va fold beaucoup sur un gros sizing, etc. Mais il faut surtout que vous sachiez pourquoi vous bluffez et qu'est-ce que vous cherchez à faire fold. Si vous dites ah bah j'ai envie de bluffer ce spot parce que j'ai pas gagné un coup depuis une heure, ça, au bout d'un moment vous allez prendre le mur et vous allez vous casser les dents. Donc ça sert à rien. Et alors, ça c'est à prendre avec des pincettes entre guillemets, ne pas essayer de bluffer après avoir checké au flop. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez abandonné, n'essayez pas de bluffer turn, mais je vous conseille de bluffer river sur une petite mise parce que les mecs sont assez passifs et ne font pas bluffer. Et après 3 checks, ils peuvent de temps en temps, vous pouvez de temps en temps arracher le coup sur une petite mise. Donc les exceptions, je les ai déjà citées, mais là on va vraiment les marquer. Les c-bet en bluff sur les boards qui nous avantagent. Ça va être vraiment 80% des pots que nous allons gagner, c'est-à-dire vous allez open en position pré-flop, bouton cut-off. Alors pour info, moi je joue essentiellement au 6 max, donc vous allez avoir surtout du 6 max sur mes vidéos. Donc vous openez en position, vous avez un board auteur-as, auteur-roi sur une défense de blinde, avantage de range, vous c-bettez un tiers, et ça c'est des spots très récurrents qui vont vous faire gagner de l'argent. L'important au poker, c'est la règle des 80-20. C'est de se dire que 20% des spots, donc c'est-à-dire bet pré-flop, c'est bet. Donc ça, c'est à peu près 20% des flops, va vous rapporter 80% de votre argent. Vous n'allez pas jouer énormément de coups, par contre, vous allez jouer de manière agressive, entre guillemets. Et surtout, vous allez essayer de travailler les spots récurrents qui vont vous faire gagner la majeure partie des pots et de l'argent. C'est-à-dire de lever plus, comme on dit, du cheap EV. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire des coups compliqués, etc. Vous allez avoir des spots tellement faciles et récurrents micro-limites qu'il va falloir bosser ces spots-là et extraire un maximum d'argent dans ces spots-là.
Donc le c-bet en bluff sur les boards qui nous avantage, c'est un spot qui marche énormément, surtout qu'en micro-limite. Vilain, donc l'adversaire ne va pas assez défendre, par exemple même des hauteurs as alors qu'il devrait les défendre, il ne va pas les défendre, etc., etc. Donc il va falloir profiter de ça des joueurs qui overfold, ou alors même qui checkeraient pas assez, etc. Donc bien abuser du c-bet. De manière générale, en fait la population c-bet trop en micro-limite, mais comme les adversaires ne s'adaptent pas, bah, on peut entre guillemets faire cette erreur. Par contre, il faudra punir les joueurs qui s'ébêtent trop par des check raise, par des floats, etc. Mais ça c'est des moves un peu avancés qu'il faut faire vraiment si on est vraiment sûr que le joueur est compétent et qu'il sait folder ou alors qu'il s'ébête trop. Ensuite, et ça c'est un petit trick qui peut tout servir de temps quand vous avez 3 checks, vous arrivez river, n'hésitez pas à des petits bluffs river avec nos faibles hauteurs. Ça fonctionne, vous faites même pas un 30-40% pot, les mecs vont pas essayer recall des hauteurs roi, des hauteurs dame, même des hauteurs as, ils vont pas chercher à avoir une lecture, ils ont rien, ils fold. Le risque, le risk reward il est bon, c'est-à-dire que vous allez risquer un tiers et il faut que ce move soit la rentabilité de ce move l'est par rapport au nombre de fois où ils vous fold. Des fois ils vont call, c'est pas grave, mais il faut cerner ces petits pots qui sont bons à voler où les joueurs vont passer se battre. Donc, de manière générale, ne jamais bluff, sauf exception. Deuxième point, et ça c'est vraiment l'erreur que je vois, mais l'erreur principale que je vois en micro-limite, et souvent les gens s'attardent sur un bad beat, sur la variance, alors que l'argent perdu, il est tellement plus important là-dessus, surtout que la variance, vous n'y pouvez rien. Valorisez vos mains fortes, vous y pouvez quelque chose, et c'est l'erreur fondamentale. Alors, on va miser uniquement lorsqu'on est sûr d'avoir la meilleure main. Ça va de soi. Mais on va essayer, alors sauf si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez value sim comme on dit, mais si vous êtes sûr d'avoir la meilleure main, n'hésitez pas à value. Même des fois, vous allez dire, oh là là, mais je peux pas value, j'ai pas 3 barrels de value, etc. Si, sur micro limite, vous pouvez value grassement certaines mains qui, en théorie, n'ont pas 3 barrels de value, mais si vous êtes sûr d'avoir la meilleure main, normalement, contre des bons joueurs, la question est, est-ce que j'ai la meilleure main et est-ce que la personne va me payer une moins bonne? C'est les deux questions à se poser. Là, en micro-limite, des fois, vous allez trouver tellement des hero calls qui n'ont pas de sens que limite, il faut la mettre un peu de côté. Et est-ce que j'ai la meilleure main? Je value. Euh, Est-ce qu'il va me payer une moins bonne? Des fois, vous seriez choqué de sizing, d'overbet, où les mecs payent deuxième, troisième paire parce qu'ils ne vous croient pas, parce que les mecs ont tilté, etc. Donc vraiment, vous êtes sûr d'avoir la meilleure main et vous avez une main plutôt sexy, hein, évidemment, on n'a pas value au troisième paire en mise en pot. Mais si on a une top paire, par exemple, je sais pas moi, un As-4, As-5, et que la personne est une Calling Station, logiquement on n'a pas 3 barres de value sur un flop Autoras, il y a peut-être certains spots où on le fera. Voilà. Donc vraiment, vous êtes sûr d'avoir la meilleure main, vous valorisez. Et n'ayez pas peur, ça j'en vois beaucoup qui ont des brelans, des deux paires, et la couleur rentre river et qui value pas, etc. Qui ont peur de value parce qu'une scare card est rentrée. Ça, je le vois trop. Non, non, ne faites pas ces erreurs-là. La value river, c'est la plus importante. C'est là où le pot est le plus conséquent. Donc sur du long terme, c'est catastrophique. Miser très cher en value. Alors ça, c'est très important. Alors moi, ce que je fais généralement, sur les boards, normalement, en théorie, sur les boards Rainbow, donc je vous mets avec, oubliez les c-bets, un tiers théorique. C'est-à-dire qu'il y a plein de flops Rainbow, As 8, 4, Rainbow, qui nécessitent en théorie un c-bet un tiers. Oubliez ces c-bets un tiers quand vous avez une main. Quand vous avez une main, passez sur du moitié, voire deux tiers pot. Surtout quand vous bloquez rien, c'est-à-dire sur As-8-2, vous avez Brelan 2, n'hésitez pas à mettre au moins mi-pot, voire deux tiers, parce que les mecs ne folderont pas un As et comprendront pas que vous êtes en exploit et que justement vous mettez un gros parpaing pour être payé. Donc ça c'est très important quand vous bloquez rien, allez-y. Et surtout, ne pas slow player. J'en vois trop qui slow play en début de tournoi en disant ah ouais je veux l'attraper, je veux pas qu'il me voit là-dessus. Mais en début de tournoi, on s'en fiche de la lecture de l'adversaire. Ce qui compte c'est de faire de l'argent en début de tournoi. Les mecs ont 100 bébés en début de tournoi, les mecs sont pas attachés au tournoi, vous avez envie de faire un maximum d'argent. Donc vous CBT au moins un mi-pot en value. Alors évidemment contre un beau joueur il va s'en rendre compte, il fait un tiers en bluff et mi-pot en value. Mais de manière générale, n'hésitez pas à size up, c'est-à-dire augmenter vos sizing quand vous êtes en value. Vraiment, vous seriez choqué de savoir ce que les joueurs payent quand vous êtes en value, surtout que leurs mains, enfin, alors oui, leurs mains vont être inélastiques au size. C'est-à-dire que vous fassiez un tiers, mi-pot, trois quarts, ils paieront la même chose. Donc autant prendre le maximum de value. Et le but, c'est de mettre au milieu le plus rapidement possible. Vous avez une forte main. Le but vraiment que vous avez en tête, surtout quand vous êtes en début de tournoi, mais même après, c'est comment je lui prends tout. Donc n'hésitez pas à anticiper vos sizing, essayer de voir combien fera le pot, etc. Mais ça, c'est très important.
c'est primordial. Mettez tout au milieu le plus rapidement possible. Alors bien sûr qu'à des moments, vous allez peut-être vous value cut. Donc ce value cut, c'est quand on pense avoir la meilleure main et qu'en fait on value une main mais qu'on est derrière l'adversaire. Mais sur du long terme, vous allez tellement souvent devant que je vous invite à mettre tout au milieu le plus rapidement possible. C'est votre objectif numéro un. Dès que vous avez une main forte, post-flop, comment je mets tout au milieu. Et généralement, en micro-limite, c'est pas de slow player, c'est pas de faire des petits sizing pour induce, c'est d'être vraiment abaissé. Comme je vous l'ai dit, le poker en micro-limite, c'est pas spectaculaire, c'est très abaissé, mais c'est comme ça. J'ai top pair, top kicker, je mise pot, mais c'est pas grave. Vous avez l'impression de dire, mais il va pas me payer, je suis grillé que j'ai une main. Ben non, 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 les mecs ne font pas, 80% des gens, des joueurs ne font pas attention à ça. Alors après, vous avez Pokerfish par exemple, qui est un tracker qui permet de voir les gains. Si vous avez des infos sur le joueur, que c'est un joueur plutôt régulier et gagnant, évidemment, vous allez adapter un petit peu la stratégie. Même si vous allez rester en value, vous allez peut-être pas faire comment dire, des bêtes aussi grillées. Mais il faut en tout cas essayer de prendre le maximum de value sur vos mains. Ça, c'est primordial. C'est ce qui fait de vous un joueur gagnant, surtout en début de tournoi. Vous allez monter du stack. Et logiquement, en appliquant cette stratégie, sauf gros bad beat, vous allez souvent faire item quand même. Hein. Souvent. Ensuite, ça va de soi, on va jouer tight. Donc jouer tight, jouer serré, jouer, on va dire, on va prendre des ranges très 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 tight. On va même resserrer les ranges habituels. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les ranges que moi j'utilise en micro-limite. Pourquoi on va jouer tight? Parce que les joueurs call trop, les joueurs ne foldent pas assez, donc on va pas jouer large. Et surtout, comme on va jouer essentiellement en value, il est plus intéressant de jouer tight, ce qui est logique. Puisque lorsqu'on joue pas en value, le but c'est de bluff. Si on a une main et qu'on joue tight, il n'y a pas besoin de bluffer. Donc vraiment jouer tight. Plus vous jouerez serré, mieux c'est. Et surtout, pour les débutants où c'est encore qu'on est là qu'une post-flop, en jouant tight, vous allez vous simplifier la vie post-flop. Un exemple, vous openez valet 10, vous trouvez top pair. C'est pas aussi facile à value que si vous avez as valet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être des décisions plus compliquées. Surtout que les joueurs en face vont peut-être pas tribet les bonnes mains, donc souvent vous allez être payé par des mains qui vous dominent alors qu'ils devraient tribet. Donc n'hésitez pas à tightifier vos ranges. Vraiment. Donc, range tight et solide. Donc ça on le verra par la suite, mais un exemple, UTG en 6 max, je pense que Roi Valet off, moi je le fold par exemple, alors que on peut élargir à Dame 10, Dame Valet, etc. Mais en micro limite, je vais le folder. Pas d'open loose, sauf cas exceptionnel, si vous avez remarqué que les blindes étaient trop serrées, que c'est le moment où il y a la bulle, ou alors que c'est un deep run, où il y a la TF, ou alors vous avez un stack dominant, etc., etc., ou alors vous couvrez à cause de KO, etc. Il y a plein de raisons, mais de manière générale, en début de tournoi et en mid-game, on va pas faire d'open loose. Voler les blindes en début de tournoi ne sert absolument à rien. Vous avez 100 blindes, vous en volez 2, ça n'a aucun intérêt. Par contre, vous êtes fin de tournoi, 20 BB, 20-25 BB deep, vous volez 2 blindes, voire 3 avec les dentés, là c'est une autre histoire. Et surtout, si vous êtes sur la matable, vous achetez une image serrée et vous profitez de cette image au moment où les blindes sont intéressantes et le vol est intéressant. On va 3 bet qu'en value, donc ça c'est ce que je vous ai dit sur le bluff, on va 3 bet uniquement une range qu'on dit nut C, donc c'est à dire que les fortes mains. Donc on va dire 9, 9, 10, 10 plus et As, Valet, Suite et plus. Allez, après ça dépend des positions, des dynamiques, des stacks. Mais on va pas tribet en bluff, on va pas tribet As5 off début de tournoi, ça n'a aucun intérêt. C'est de la perte d'argent, ça n'a aucun intérêt. En BVB, donc blind versus blind, on va open ses mains fortes, on va fold les poubelles et limper le reste. Tout simplement. Ni plus ni moins. Pas besoin alors après on fera des adaptations si on a des bons joueurs. Donc tout ce qui est main forte, on va ouvrir en value. Les poubelles, alors quand je dis poubelles, c'est 8 et 2, 10 et 4, 7 et 3, etc. On va les folder. Et tout ce qui a un semblant de jouabilité, 6 et 7, 8 et 9, valet 10, etc. On va les call. Ça évidemment, on le fait si on est contre un joueur récréatif. Parce que si on est, pardon, si on est contre un joueur fort, bah, il va s'adapter, il va fold quand on va open et il va nous isoler quand on va limp. Après, à savoir quand vous allez limper, est-ce que vous faites limp call ou limp fold? Ça, j'ai envie de dire, il y a une partie de votre range qui va limp fold et une partie de votre range qui va call. Un exemple tout bête, vous allez peut-être call limp 6 et 7, 6 et 7 off et folder. Et par contre, une main comme 10 et 9 suité, vous allez peut-être coller sur un miso. Voilà. Mais de manière générale, on va jouer très abaissé. On open les mains fortes, on fold les poubelles et on limp les mains moyennes. Si vous voyez que le joueur commence à s'adapter, bah, il faudra adapter. Mais par défaut, contre un joueur lambda, il faut faire cette théorie encore plus en début de tournoi. Après, on verra qu'il y a des stratégies en fonction des blocs. À 30 blindes, on va peut-être commencer à ouvrir des poubelles avec des bloqueurs qu'on aurait fold en début de tournoi.
Mais de manière générale, là, ce que je vous dis là, c'est vraiment sur le early, donc début de tournoi et jusqu'à 50-40 MB deep. Alors ça c'est très important, d'où l'importance d'être concentré et d'observer les tables. Quand vous êtes à table, que vous n'avez pas de carte et que vous êtes foldé, observez les joueurs. Comment cibler les joueurs faibles? Pourquoi les cibler? Parce qu'en fait on a envie de jouer un maximum de coups en position contre eux. Tout simplement parce que c'est ceux qui vont faire plus d'erreurs, soit qui vont être trop passifs, donc ils vont nous rendre les coups faciles, ou soit qui vont call trop et du coup qui vont nous donner trop de jetons. Alors, comment repérer les joueurs faibles? Alors, si vous n'avez pas de tracker de stats comme PokerFish qui vous permet de voir si c'est en perte ou en bénéf, un truc tout simple, vous voyez déjà un joueur qui limp en début de tournoi, ça vous pouvez le pastiller. Donc qui limp la BB au lieu d'open. Les sizing atypiques, si vous voyez qu'il y en a un qui open 5 blindes, qui fait 2 blindes, qui s'ébête une blinde dans 10 blindes, enfin vous voyez qu'il y a des sizings qui ne sont pas totalement standards, on peut commencer à mettre. Alors bien sûr quand vous mettez des pastilles, n'hésitez pas à mettre une note en plus s'il y a vraiment un coup qui vous a marqué. Et tous les moves qui font pas de sens, c'est-à-dire qui check 2 fois, qui overbet 3 fois, etc. Tout ce qui est un peu atypique et qui n'est pas trop équilibré, même si la GTO c'est quand même quelque chose de très complexe. Dès que vous voyez par exemple, vous avez un open et il trie à 2 et en du tournoi il va tribet à 4. Bon, là il fait un min raise sans bébé deep, vous savez que c'est pas un joueur super compétent. Donc d'où l'importance aussi de bosser votre jeu pour essayer de repérer les erreurs. Parce que si vous faites les mêmes erreurs que lui ou que elle, vous n'allez pas vous rendre compte que qu'il fait des erreurs. Donc ça c'est important. Jouer de préférence ces joueurs en position, plus c'est-à-dire, si on est en position, on va élargir un peu plus notre range. Hors de position, on va essayer d'être un peu plus tight et plus en value. Le mieux c'est de les jouer à deux, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup on va beaucoup utiliser l'ISO pour, pour ces joueurs-là. Pourquoi en tête à tête? Parce que s'il fait des erreurs, vous avez envie de jouer en tête à tête, surtout qu'en tête à tête, vous avez plus de chances de gagner un coup. Toujours important d'avoir l'initiative, et ça regroupe le dernier point, il faut isoler l'imp avec des mains mergées. Alors je m'explique. Ça c'est quelque chose qui va arriver couramment et qu'il faut vraiment mettre en place parce que c'est honnêtement début de tournoi, c'est une arme qui va vous permettre de faire énormément d'argent. Donc déjà, isoler les limps. Donc si vous avez un limper, vous allez vouloir l'isoler. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le coup, à part très rare exception, vous n'allez pas overlimp. S'il y a déjà des limpers, le but c'est d'avoir l'initiative, donc vous allez isoler. Avec main mergée. Alors qu'est-ce qu'une main mergée? Une main mergée, en fait, c'est une main qui comporte une range null-C, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, paire de 10, paire de 9, jusqu'à As-3, As-Dame, As-Valet suité, les fortes mains. Et on va rajouter à ça des mains moyennes. Les mains moyennes, ça peut être As-10, Valet-Dame suité, Roi-Valet suité, Valet-Dame suité. On va descendre un peu. Donc on va prendre des très fortes mains et des bonnes mains. Moyennes mais bonnes. Valet-10 suité, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez isoler le limper et dominer sa range. Par exemple, les limpers, ils vont beaucoup, soit des petites paires surtout, et des suités de collector, 10 et 9 suités, 8 et 9 suités, 7 et 8 suités, etc. Donc vous êtes content d'isoler avec des rois-valets, roi-dame suité, valet 10 suité, ce genre-là, parce qu'ils vont vous call avec des mains que vous dominez. Et deuxième chose, c'est que c'est des mains qui ont une énorme jouabilité post-flop. Vous allez être en position avec une main qui peut faire des nuts, des dames. Alors les mains suitées c'est quand même mieux, mais après vous pouvez jouer les combos off. Disons que si c'est des combos suités, vous allez pouvoir élargir un peu. Les combos off, vous allez peut-être, vous allez peut-être pas isoler valet 10 off, mais isoler valet 10 suité. Après c'est vous qui adaptez. Et 80% du temps, vous allez isoler, la personne, le limper va call, ne va pas toucher flop, vous allez laisser mettre un tiers et vous allez gagner ce coup. 80% du temps, ça va se passer comme ça. Il va pas assez se battre, il a cherché pour pas cher, enfin pour le moins cher possible, à aller voir un flop. Généralement, les mecs qui limp pré-flop, c'est pas ceux qui vont vous tenter des bluffs de fou post-flop. Ils vont être faciles à manœuvrer parce qu'ils sont plutôt passifs. Donc, il faut vraiment penser à isoler l'imp et quasiment pas d'overlip. Vous avez des limpers avant vous, il faut isoler. Si vous pensez que votre main n'est pas assez forte pour isoler, vous la foldez, tout simplement. Et essayez principalement de jouer en ayant l'initiative. C'est très important parce que justement, c'est comme ça que vous gagnerez le coup plus facilement. Et ensuite, cinquième point, alors dans un premier temps, c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste l'importance de faire du volume. Pourquoi? Pour contrer la variance. Au début de tournoi, alors je vais vous mettre tous les points déjà. Pour battre la variance, je l'ai dit, puisque c'est un jeu de long terme, vous pouvez faire aucune erreur et être perdant pendant 1, 2 semaines, perdre 40, 30, 50 buy-in, ça arrive. L'important c'est d'être lucide sur est-ce que j'ai perdu parce que j'ai mal joué ou parce que j'ai une variance négative. Surtout en tournoi, la variance est très très présente. Euh,
Ensuite, pour passer plus vite aux lignes supérieures, plus vous faites de volume, bah, plus vous absorbez cette variance et plus vous permettez de faire du volume et du coup d'absorber les bad runs et de pouvoir monter de limite. Je dis, par exemple, vous avez un bad run de 50 tournois. Voilà. Si vous faites 20 tournois par soir, en 2 soirs et demi, votre bad run il est fini. Par contre, si vous faites 5 tournois par soir, bah, en 10 jours, c'est plus long. Et c'est beaucoup plus dur de s'en remettre. Après, je vous invite vraiment, quand vous allez mettre en place ce qui a été dit dans ce PowerPoint, n'hésitez pas au début parce que c'est très compliqué de mettre en place. Et pour les premières sessions, une, deux, voire trois tables grand maximum. Si vous êtes en cours d'acquisition des compétences et de la stratégie, c'est pas en mettant 6 tables que vous pourrez le mettre en place, puisqu'il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous faites, au coût, aux stratégies, etc. Donc je vous invite dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué à multitabler, à vraiment faire très peu de tables et de vous focaliser sur la technique. Il faut mieux jouer 2 tables très bien avec les 5 clés que je vous ai données que 20 tables en faisant absolument n'importe quoi. Donc ça c'est simultanément c'est la version optimale quand vous aurez bien assimilé toute la stratégie de ce PowerPoint. Voilà, si vous arrivez à faire 6 tables en sentant que vous êtes au high game, c'est-à-dire à votre meilleur niveau sur les 6 tables, n'hésitez pas. Si vous voyez sur une session que 6 tables, ça s'est mal passé, que vous avez vous avez fait n'importe quoi, vous redescendez à 4 tables. Il y a des réguliers qui ne jouent que 4 tables, voire 6, parce qu'ils savent que leur jeu optimal, c'est à ces 6 tables. Et il y en a qui font plus d'argent et qui sont meilleurs sur 6 tables que sur 10 tables, parce qu'à 10 tables, leur jeu part totalement en cacahuète. Donc, à adapter, mais si vous en êtes capable, faites déjà 6 tables, c'est très bien. Alors ça c'est pour 3 sessions par semaine, donc là on part sur 18 tables, 18 tables, enfin 18 tournois, sachant qu'il peut y avoir des re-entries, etc. Sachant que sur une session, si vous bustez vite des premières tables, vous pourrez rentrer un autre tournoi. Mais déjà pour démarrer, 3 sessions par semaine, après vous pourrez refaire autant que vous voulez. Si vous faites 6 tables et 3 sessions par mois avec des re-entries par semaine, pardon, si vous faites des re-entries, vous pourrez être à peu près à 250 MTT par mois. Bon, là c'est juste pour vous expliquer que avant de juger vos propres résultats sur ce qui a été mis en place, il faut un minimum de temps et d'échantillons. C'est pas en faisant 20 tournois en MTT que vous allez pouvoir savoir si vous êtes plutôt un joueur gagnant ou perdant. Il faut quand même un minimum de volume. Donc, je répète les 5 règles fondamentales. Je vous invite, si vous voulez, à faire une capture d'écran. Et au début, pour ceux qui ont un peu de mal à se mettre en tête les 5 règles fondamentales, je vous invite à le mettre dans un coin de côté de votre session. Comme ça vous permet de faire un rappel et d'avoir une sorte de, de routine et surtout d'objectifs à mettre en place pendant vos sessions. Et n'hésitez pas à les relire avant vos sessions ou de revoir le PowerPoint. Vous me contactez, comme j'ai dit, vous avez le lien en dessous dans la description de mon Facebook. Vous m'envoyez un message privé et je pourrai vous envoyer le PowerPoint. Donc ne jamais bluff sauf exception, comme je vous l'ai dit, bien value ses mains, jouer tight, cibler les joueurs faibles et faire du volume. Voilà. Ça, c'est la macro-stratégie. Si vous arrivez à faire ça, vous serez un joueur gagnant. Alors après, il y aura d'autres vidéos, surtout qu'après, je vous montrerai une review de tournoi que j'ai joué. Donc là, ça sera beaucoup plus concret. Mais si vous arrivez à mettre ça en place, déjà, vous démarrez demain, vous dites, écoute, je m'assois jusqu'au mid-game, jusqu'à l'ITM, je fais 0 bluff et 0 tribet light. Juste ça. Vous mettez ça en place, vous mettez des petits objectifs et vous essayez de les remplir. Et une fois que c'est assimilé, que c'est devenu un automatisme de pas bluff, vous passez à un autre objectif, etc. Il faut vraiment que les compétences qui sont comment dire, décrites ici deviennent des automatismes. C'est-à-dire que normalement, votre cerveau ne fait même plus l'effort de bien value, de jouer tight, c'est devenu un automatisme. Et ensuite, vous pourrez passer à d'autres étapes. Voilà, j'espère que ces informations-là vont vous être utiles, j'espère que c'était clair, j'espère que vous allez essayer de mettre ça en place rapidement. N'hésitez pas dans le commentaire si vous avez des questions ou autres, je serai ravi d'y répondre. Normalement, les prochaines vidéos, il y aura peut-être un best-of d'une session qui va démarrer. Là, je vais redémarrer à sessionner, j'avais fait une bonne petite pause, donc s'il y a un deep run, je vous mettrai le best-of de ce deep run. Ou alors peut-être une review à tête reposée d'un tournoi où là on explique vraiment typiquement quelle décision, pourquoi cette décision, et de voir comment justement les conseils que je vous donne là doivent être mis en application, parce que c'est vrai que pour certains ça peut être encore abstrait. Donc comment concrètement ces 5 clés se traduisent quand on est in-game aux tables de poker. Voilà. Bonne partie, profitez bien du jeu sur les tables de poker. Soyez prudents, ça reste un jeu, ne vous embêtez pas, c'est très important, prenez du plaisir et n'hésitez pas à mettre ça en place. Et puis j'espère que votre expérience sur l'étape sera meilleure grâce à ces 5 conseils, ces points clés. Je vous dis à très vite.